Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de lundi soir. Et cette émission va être consacrée à un livre et à une question écologique. Et ce livre, c'est Nous ne sommes pas seuls. C'est un livre de Léna Ballot et Antoine Chopeau. Donc merci de venir ce soir pour cette émission et bienvenue. Merci. Alors, un livre assez impressionnant. Enfin, moi, j'ai eu un plaisir vraiment important pour le lire. On pourrait dire qu'il y a évidemment d'abord un premier diagnostic assez convenu quand même sur la façon dont le capitalisme a pu détruire nos milieux de vie de façon très, très générale. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on n'est pas simplement dans une grande déploration de l'état inhabitable de la planète. Il y a une tentative d'essayer d'observer, de retrouver un centre de puissance politique au cœur un peu de toutes ces catastrophes qu'on est en train de vivre, de tous ce que vous appelez vous les soulèvements de la Terre, les soulèvements de la nature. Et donc voilà, vous faites une proposition, en tout cas une lecture politique qui vise finalement à nouer de nouvelles alliances, à nouer de nouvelles complicités avec les vivants. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu intriguant, et peut-être la première question, ça serait de savoir un peu la généalogie de ce livre, d'où vous est venue cette idée de faire ce livre. Il y a une insatisfaction sur l'impossibilité en fait d'associer des courants politiques qui nous sont chers, mais qui ont tendance, peut-être ça progresse aujourd'hui, mais qui ont tendance à mal se composer. D'un côté, une sensibilité plus militante, activiste, autonome, je sais pas, extrême gauche au sens large, c'est-à-dire une pensée quand même très héritière des luttes politiques, ouvrières, féministes, sociales, vraiment ce prisme-là d'une lecture peut-être sociale, humaniste et aussi anthropocentrée, quoi, centrée sur les rapports de force, les rapports de classe entre humains. C'est une tradition, nous, qui nous est chère, dans laquelle on a baigné, dans laquelle on est toujours, et en même temps, voilà, l'insatisfaction, c'est aussi les limites de cette tradition-là quant à ce qu'on appelle la catastrophe écologique. Et en fait, on voit émerger de plus en plus, alors de différentes manières, de différents champs, horizons, que ce soit académique ou dans la littérature, dans les arts, quoi. Cette espèce de regain de sensibilité pour ce qu'on appelle le vivant, et moins la nature aujourd'hui et plus le vivant, c'est peut-être un truc qu'on pourra questionner aussi. Et en fait, des pensées qui s'intéressent aux cosmologies, ou ce qu'on appelle les ontologies, c'est-à-dire les différentes manières de se relier au monde, aux êtres autres qu'humains. Et en fait, on voit, je sais pas, depuis une quinzaine d'années, en fait, une espèce d'explosion de ce champ-là, que ce soit sur les plantes, la sociabilité des arbres, la question animale, la question de Gaïa, la question de... Après, avec tout ce qui va avec, réchauffement et dérèglement climatique et tout. Et, mais dans ce champ-là de regain de sensibilité à l'endroit de la Terre, en fait, aussi en fait, des lignes assez fortes de dépolitisation, même si nous on se méfie des gens qui disent parler du vivant c'est forcément dépolitiser les choses, c'est pas du tout ce qu'on pense. Mais en tout cas, c'est une insatisfaction à l'endroit d'une certaine vogue écologiste qui ne tient pas compte des questions de classe, de domination, de pouvoir, et en fait de comment le capitalisme, c'est aussi une certaine manière d'être en relation avec la Terre. Et voilà. Et en fait, nous, on essaye dans ce livre, Nous ne sommes pas seuls, de combiner deux lignes un peu comme ça. Alors il y en aurait plein d'autres, mais une ligne plus attentive, domination sociale, à l'histoire des forces qui mettent au travail la terre, et puis et les sociétés, et de l'autre une ligne plus orientée sur les cosmologies, la réinvention en fait des cosmologies, dans la mesure où le diagnostic, beaucoup, c'est l'idée, si on détruit la Terre, c'est parce qu'en fait on sépare la nature et la société. On en fait d'espèces de deux choses, deux univers incommensurables,
et que du coup c'est ça qui permet de dominer la nature, quoi. Et justement, peut-être sur cette question de la cosmologie, en fait, vous dites assez clairement que, vous ciblez la cosmologie occidentale, donc la façon dont on s'est habitué à se rapporter au monde de façon générique. C'est ça qui est véritablement mis en cause. Mais ce que vous indiquez, en fait, c'est que c'est pas seulement la cosmologie occidentale portée notamment par le capitalisme, c'est aussi nous, dans l'action politique, dans les luttes politiques, la nécessité de revisiter aussi à la fois les répertoires d'action et puis bien sûr la façon de se rapporter aux luttes sociales, notamment en fait avec comment on pourrait dire, comment on pourrait désigner cette fameuse cosmologie qui est en cause et quelle est cette espèce de cosmologie que vous reconstituez un peu dans le livre. Je sais pas si... Moi, je suis pas sûre qu'il s'agirait de nommer ces cosmologies, mais en tout cas, effectivement, ce qu'on essaie de remettre au centre de la subjectivation politique, c'est ce qui nous arrive en tant que vivants parmi les vivants. Et donc, ça nous oblige effectivement à construire notamment les actions politiques sur des bases qui sont pas celles qu'on nous a transmises. Parce que l'action politique, et même la pensée de la politique, nous a été transmise dans une nette séparation entre nature et société, mais donc entre notre être de vivant qui n'est pas supposé concerner la politique, et notre être de volonté, de raison, qui est celui qui agit dans la politique. Mais je ne sais pas sur les cosmologies si... par exemple, on s'est pas mal inspiré des travaux de Jason Moore, qui est un géographe, historien états-unien, qui en fait ça nous a intéressé parce qu'en fait lui il arrive en fait à reprendre les analyses qu'on va dire post-dualistes, c'est-à-dire qu'il cherche des manières d'analyser, de faire sens du monde qui ne repose pas sur cette séparation nature-société, qui part plutôt de ce qu'il appelle lui le tissu de la vie, c'est-à-dire l'ensemble des interactions, interdépendances entre les êtres humains et le reste de la planète, quoi, de la Terre. Et donc, comment il essaye de partir de ce genre d'analyse post-dualiste et de le réintroduire dans son analyse du capitalisme. Et en fait, il dit, historiquement, le capitalisme a eu besoin de cette séparation nature-société, où alors il y a toute la déclinaison, en fait, si tu veux, après, de barbares civilisés, sauvages civilisés, puis après hommes-femmes, etc., et toutes les autres, humain-animal, voilà. Et en fait, lui, il a une analyse qui est assez féconde pour réintégrer une perspective écologique dans la compréhension des processus historiques et présents du capitalisme. Et finalement, il va dire qu'en fait la nature, en fait, ça permet alors à une certaine bourgeoisie, une certaine classe qui se constitue, de désigner en fait ce qui peut être une source de travail gratuit, mais qui n'est jamais reconnu comme tel. Et en fait, la nature, c'est l'ensemble de ce qui finalement est invisibilisé en tant que force de travail, en tant que source de création de profit. Et la société nomme en fait simplement déjà l'espace d'interaction sociale entre humains, et puis plus précisément, plus spécifiquement dans une analyse marxiste, c'est là où se passent les rapports d'exploitation, quoi. Et en fait, Jason Moore, en fait, il calque la séparation nature-société sur la distinction entre, d'un côté, une exploitation des humains analysée par Marx et d'autres, quoi, sur le fait, le vol de la richesse commune, le vol du temps de travail, voilà, ce qui est appelé exploitation en tant que telle. Mais en même temps, Moore montre que cette exploitation, elle repose sur un immense continent d'activités, de puissance d'agir humaines et autres qu'humaines, qui ne sont pas reconnues comme telles dans la sphère sociale, et qui ne sont pas reconnues comme du travail. Et donc, d'un côté, on a ce qui est reconnu comme du travail avec un salaire, avec des garanties, avec des protections sociales quand il y a eu des luttes, etc. Et de l'autre, un continent invisible de travail gratuit, jamais reconnu comme tel, qui s'est fait appeler historiquement la nature. Et donc en fait, Moore, il montre très bien comment
finalement la séparation nature-société, elle n'est pas réelle, elle n'est pas, elle n'est pas ontologique, c'est pas une vraie composante du monde, mais par contre le capitalisme, lui, a eu besoin de radicaliser une distinction qui existait déjà depuis longtemps, les Grecs, etc., mais de radicaliser, d'approfondir cette distinction-là, et d'en faire une cosmologie politique, avec des visées politiques de mise au travail. Alors, si on pourrait être un peu... en le disant un peu de façon assez triviale, certains pourraient dire, en tout cas dans quelques soulèvements sociaux, finalement cette question, cette attention pour les vivants, elle pourrait être presque secondaire, voire presque anecdotique, en rapport en fait aux différentes crises sociales qu'on est en train de subir. Je pense que c'est encore de dramatiser aujourd'hui avec la crise de l'énergie qui arrive, etc. Comment en fait on peut arriver justement à décloisonner ces fausses oppositions entre d'un côté un soulèvement un peu social, classique, traditionnel, dans lequel on lutte pour les droits humains, et puis en même temps en fait d'associer à la fois à la réflexion et à l'action politique justement cette nécessaire complicité et alliance avec les vivants. On peut déjà dire que aujourd'hui, et de plus en plus dans le futur, les injustices et les inégalités sociales, en fait, vont être des inégalités écologiques, en fait. On l'a bien vu avec le Covid, la différence d'exposition à cette maladie, en fait, elle était très sociale, alors que ça touchait nos corps. Mais en fait, les conflits sociaux à venir ici vont être des conflits sociaux quant à l'exposition à la pollution, l'exposition c'est déjà le cas, hein, la différence d'exposition à des molécules cancérogènes ou la différence d'accès à de l'eau propre, etc. Donc en fait, ce qu'on lit comme situation de conflits sociaux, en fait, on peut aussi le voir sous l'angle écologique et voir que c'est des combats quant à nos écologies de vie, d'une part, et d'autre part, en fait, ce qu'il arrive aux autres vivants, ce qu'il arrive aux non-humains, c'est pas c'est pas des phénomènes qui arrivent par ailleurs et qui ne nous concernent pas, justement. En fait, c'est pris dans une même écologie de l'appropriation, une même mise au travail de la nature en tant que nous en sommes. Et en fait, le fait d'analyser cela ensemble, ça permet d'ouvrir des voies de compréhension politique d'où nous en sommes dans le conflit avec le capitalisme, et notamment d'interpréter cette situation présente de crise écologique et en quelque sorte de plein emploi de la nature comme une situation à la fois catastrophique et peut-être porteuse de nouvelles voies d'action politique et de subjectivation politique. Ouais, je sais pas si tu veux continuer. Ouais, en tout cas, un des axes stratégiques du livre, c'est d'arriver à sortir en fait de cette image un peu victimaire d'un monde naturel ou d'une nature qui serait simplement passive et purement passif face à ce qu'on lui fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle moins d'effondrement mais de soulèvement. En fait, c'est deux mots qui n'ont pas du tout les mêmes implications, pragmatiquement, pratiquement. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer comment, en fait, ce qu'on appelle la mise au travail de la nature, c'est-à-dire la captation des puissances d'agir autres qu'humaines dans le processus de production, sans lesquelles il n'y aurait pas de... Par exemple, sans arbres, sans forêts, sans évolution millénaire, multimillénaire des forêts, de leur symbiose avec les champignons, etc., il n'y aurait pas d'industrie du bois, il n'y aurait pas de tout un tas
d'éléments construits après. Et donc en fait, la classe capitaliste en fait s'approprie quelque chose qui est en dehors de ce qu'elle peut construire, quoi. Et donc elle en est dépendante d'une certaine manière. Et du coup, nous, c'est déjà analyser les dépendances de cette classe capitaliste vis-à-vis d'un monde qu'elle n'a pas créé, qui a malgré tout son autonomie, une autonomie que nous, enfin, une autonomie non humaine, ou plus qu'humaine, autre qu'humaine, je sais pas comment on pourrait le dire, et une autonomie parce que déjà elle est antérieure au capital, elle est antérieure à l'histoire du capitalisme, le capitalisme étant très récent, enfin je sais pas si on remonte au XVIe siècle ou des choses comme ça. Et voilà, ce monde vivant en fait a son autonomie, son extériorité par rapport au monde du capitalisme et au monde technique qui va avec. Et en fait, cette autonomie-là, elle se manifeste simplement par les communautés biotiques, les communautés de vie qui le précèdent, qui peuvent exister sans lui, qui ne sont pas, comme dirait Malm, un produit manufacturé par le capitalisme, et qui en cela ont une indépendance. Et d'autre part, en fait, cette autonomie-là, c'est des possibilités, des potentiels de résistance ici et là. C'est-à-dire que c'est là où on sort de la nature comme victime et on s'intéresse plutôt aux écologies de la résistance, c'est-à-dire les moments où les vivants et peut-être les éléments aussi, en fait, en viennent à opposer des comportements qui ne répondent pas de ce qu'on leur demande. C'est quand, par exemple, on commence le livre avec cette anecdote, cette histoire, c'est quand des plantes soumises à des traitements herbicides, du glyphosate par exemple, en fait, se mettent à réussir à résister à ces herbicides-là, et en fait deviennent des véritables obstacles, mais vraiment très 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 importants aujourd'hui dans l'agro-industrie, quoi. Des obstacles au rendement agricole, quoi. Et notamment c'est dans toutes les monocultures de soja, de maïs, de coton. En fait, il y a ces monocultures-là, donc ces manières de mettre au travail les écosystèmes dans des plantations, en fait suscitent leurs propres antagonismes, leurs propres antagonistes, et il y a plein de cas, voilà, il y a peut-être plus de 200 plantes aujourd'hui dont on documente la résistance aux herbicides. Et donc on parle plus simplement de mauvaises herbes, de super mauvaises herbes, super weeds en anglais, et c'est des plantes qui sont complètement immunisées par rapport aux moyens qu'on a de lutter contre elles du point de vue chimique, etc. Et à tel point que aujourd'hui, il y a des scientifiques qui parlent qu'on serait en train d'atteindre un point de bascule dans la lutte contre ces super mauvaises herbes. Elles deviennent ingérables et en fait, on ne serait même plus capable finalement d'inventer les molécules pour les détruire. Et il y a certains chercheurs qui placent un point de bascule, voilà, peut-être dans 10 ans, 15 ans, où cette agro-industrie, quoi, type Monsanto, etc., n'aura plus les moyens face à l'inventivité, si tu veux, de l'évolution pour résister à ces plantes invasives, quoi, entre guillemets invasives. L'inventivité des vivants, en gros, irait plus vite que toutes les tentatives d'approfondissement technologique des firmes que tu as citées, quoi. Voilà. Et ça, peut-être Léna, tu peux reprendre sur le en fait, nous, on a aussi un certain héritage de ce qu'on appelle l'opéraïsme, et il y a, je sais pas si tu vois où je vais en venir, mais il y a vraiment cette idée, voilà, des résistances, alors des ouvriers, des ouvrières, mais aussi aujourd'hui, de ces non-humains, de ces vivants qui résistent, qui en fait obligent un peu les capitalistes à se réinventer et à réinventer leur prise sur la domination, et que ça pousse en fait. C'est ces résistances-là qui poussent à des inventions, des nouvelles manières de gérer le monde vivant, quoi. Oui, avec cette idée que voilà, ça peut être aussi un cercle extrêmement vicieux parce que pour tuer ces mauvaises herbes, il va falloir encore imaginer des herbicides encore plus puissants, etc., qui pourraient avoir des effets encore plus toxiques, et en même temps on peut espérer qu'il y ait d'autres résistances de la part de la nature qui... Peut-être que moi je voudrais revenir sur une chose. En fait, une des choses fortes de votre livre, je pense, c'est la nature qui se soulève, quoi. C'est constaté, donc là on n'est pas trop, comme tu l'as dit dès le début, on n'est pas trop dans l'effondrement, mais on a aussi une nature qui se soulève, qui résiste. Et je pense qu'on l'a vu très très clairement pendant le Covid, où au moins c'était quelque chose qui a été une expérience assez commune, inégale à vivre, mais commune en tout
tout cas dans notre perception. Et ce qui était assez frappant, c'est qu'au tout début, dans certains milieux sociaux, et pour être très clair, plutôt dans la bourgeoisie aisée qui avait l'occasion de contempler le retour des oiseaux dans les villes, le retour des animaux, etc. Et il y a eu toute une série, en tout cas les 15 premiers jours du confinement, il y a eu toute une série de discours en fait qui remettaient au devant de la scène cette attention pour le vivant. Et cette attention pour le vivant, elle semble un peu traverser notre société, encore une fois, certains milieux sociaux. Et vous, en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une opportunité, puisque si on porte attention à ce qu'on, justement, on avait tendance un peu à dénier, et en même temps, il y a quelque chose d'un peu naïf dans cette attention-là. Comment on repolitise notre relation au vivant? Comment on politise cette attention au vivant, quoi, cette relation? Et moi, j'ai l'impression que simplement en partant du fait que c'est des écologies qui s'affrontent, que en politique, c'est des écologies qui s'affrontent. C'est l'écologie du capitalisme qu'Antoine a décrit, et c'est une autre écologie, je sais pas, l'écologie des habitants, je sais pas comment on pourrait la nommer en fait, mais qui nous réinsère directement à même le tissu de la vie. Et qui fait qu'on ne porte pas attention au vivant de la manière que tu sembles suggérer, c'est-à-dire une sorte d'extériorité un peu qui nous enchante, les oiseaux reviennent, etc. Mais comme... c'est-à-dire... il s'agit de voir les rapports de force qui s'y jouent, des rapports de force entre des manières d'habiter des espaces, et entre des types d'agencement des corps et des comportements qui sont orientés, disons pour le faire très simple, ou bien vers la production de valeur, ou bien vers simplement des habitations et des cohabitations. Et j'essaye de ne pas perdre ta question. Comment on peut utiliser cette relation vivante? Je ne sais pas s'il s'agirait de donner un exemple. En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, en fait, on charge énormément cette question-là du vivant comme ayant le fardeau de se politiser. Et moi, j'ai peur qu'en fait, on dresse un peu la question de la sensibilité contre la question de la politique, alors qu'en fait, c'est une impasse de dresser ces deux champs l'un contre l'autre. Et typiquement, il y avait un article qui m'avait choqué dans le Monde diplomatique, qui s'appelait ce qu'un arbre peut cacher, de Franck Poupeau, qui en fait faisait une grosse critique du livre d'Anat Singh, Le champignon de la fin du monde, et qui disait en gros en fait aujourd'hui il y a cette mode sur les arbres, en fait c'est une régression monstrueuse parce qu'on ne parle plus du tout de rapport de classe, et donc on dépolitise parce qu'en fait on esthétise en fait les rapports économiques, les rapports d'exploitation. Je rentre pas dans le détail de l'article, mais moi ce qui m'épuise en fait là-dedans, c'est que on reconstruit en fait ce dualisme entre d'un côté une analyse des dominations qui serait la vraie analyse politique, et puis de l'autre côté une passion pour les relations au monde, une sensibilité à la moindre chose vivante, etc. Et en fait une espèce d'incapacité en fait à comprendre qu'on peut complètement construire un espace commun entre ces deux attentions, et typiquement en fait moi je pense que en fait ce qu'on essaie de dire, c'est que la domination économique, technique, capitaliste, en fait elle repose sur des agencements d'humains et de non-humains, certains agencements d'humains et de non-humains. C'est comment, par exemple, à chaque classe sociale correspond une certaine écologie. Il y a une écologie et des manières d'habiter qui correspondent plus aux classes dominantes, quoi, et des certaines écologies qui correspondent plus aux classes populaires. Après, tout ça, c'est extrêmement complexe et on ne fait pas de sociologie, on n'a pas les moyens de le faire. Mais typiquement, en fait, on peut très bien intégrer la question des non-humains dans la question des différences de classe. Et par exemple, quand on habite
dans un quartier au SMIC ou au RSA, etc., on a aussi accès à certains types de nourriture, à un certain type d'espace, un certain type de qualité de l'espace, de l'habitat, et souvent de la nourriture à bas coût, qui vient souvent de l'autre bout du monde. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre en fait comment il y a des agencements éco-politiques, d'humains et de non-humains, qui structurent les rapports de classe. Et que du coup, il y a des aliénations qui sont un peu transversales aux espèces. Et que, par exemple, voilà, les ouvriers, ouvrières, par exemple, sans-papiers qui travaillent dans les serres, dans le sud de la France, dans le maraîchage, en fait, ils travaillent aussi avec des légumes, des sols qui sont eux-mêmes, entre guillemets, alors il faudrait pousser l'analyse plus loin, mais aliénés, c'est-à-dire coupés de leurs conditions d'existence, de devenir, de régénération. Et en fait, si la domination, elle repose sur des agencements d'humains et de non-humains, nécessairement, les processus de libération, de résistance, d'émancipation, eux aussi, ils sont forcément des manières de construire d'autres agencements humains-non-humains. Et après, bah là, c'est toute la question des autres formes de paysannerie, des manières de prendre soin des milieux, les manières même on pourrait aller plus loin, par exemple les propositions aujourd'hui de sécurité sociale de l'alimentation, qui sont issues de l'atelier paysan, Ingénieurs sans frontières, tout ça, c'est des manières de retisser, de repenser, des manières de s'émanciper, mais qui ne fonctionnent pas en fait sans ce monde autre qu'humain, et qui n'ont aucun sens sans ce monde-là, sans en prendre plus soin, quoi. Et pour moi, c'est pour ça, je dirais, pour conclure sur répondre à cette question, c'est que moi j'ai peur que en fait il y a une espèce de réflexe en fait où dès qu'on parle de vivant, on amène la question de la dépolitisation, et parce que c'est du côté de la sensibilité et de l'attention aux choses, quoi. Mais en fait, si on redevient pas un peu soigneux justement à nos manières de considérer, même pas seulement d'être en relation, mais de considérer que voilà, il y a des vivants qui ont leur altérité, qui ont leur trajectoire évolutive, qui ont leur manière écologique d'être en interdépendance. En fait, il n'y aura pas d'émancipation, de victoire en tant que telle. Si je peux me permettre une remarque du fond de la salle, j'ai l'impression que si on vous suit sur la nécessité de... Je parle un peu fort pour qu'on m'entende dans le micro. Si on vous suit sur la nécessité de se défaire de la dualité entre nature et société, forcément, la question corollaire, qui est la question de la politisation et de la politique que tu poses, Romain, tu es obligé de redéfinir aussi ce que tu entends par politique. Mais si tu poses la question de la politique en maintenant cette distinction-là, bah forcément, tu retombes dans les vieux trucs marxistes, enfin, dans ce que vous disiez là, quoi. C'est que j'ai l'impression que ce questionnement-là, il appelle, c'est vraiment à repenser et refonder la question même de ce qu'on entend par politique, quoi. Et oui et non. Bien sûr que oui, au sens où c'est réinvestir la dimension sensible comme facteur comme voie de politisation, et la dimension de nos êtres de vivants comme lieu de conflit politique, mais en même temps c'est aussi en fait réactiver des vieux trucs marxistes, parce qu'en fait ce qu'on fait là c'est aussi donc je saisis la perche que tu m'as tendue tout à l'heure. Au fond, utiliser des manières de penser qui ont été celles d'un certain mouvement ouvrier dans les années 60 en Italie, qui essaie de lire les rapports de force, justement, en partant du principe, donc les rapports de force dans les rapports de production entre humains, qui, effectivement, comme tu le suggérais, Antoine, partait un peu du principe que c'est les résistances qui sont premières et qui poussent les capitalistes à devoir inventer des choses, et que dans ces moments de transition des nouvelles stratégies capitalistes, il y a des moments d'instabilité où on peut potentiellement glisser le pied de biche. Et en fait, on est dans une situation, justement, si on regarde les choses avec la situation présente avec ce logiciel-là, et que donc on regarde la situation présente en se demandant qui dépend de qui, et qui... qui dépend de qui, et est-ce que le capitalisme peut masquer la manière dont il dépend d'autrui? Eh bien, on est dans une situation donc de plein emploi de la nature. La catastrophe écologique, c'est une sorte de situation plein emploi de la nature où le capitalisme ne peut pas masquer sa dépendance aux vivants qui, eux, manifestent des comportements ingérables pour le capitalisme,
que nous appelons résistance ou soulèvement, etc. Et en fait, de ce point de vue-là, on peut avoir une lecture stratégique qui, au fond, se calque pas mal sur un certain marxisme, qui est de se dire c'est le moment de se mettre aux côtés de ces résistances qui sont juste à l'endroit où le capitalisme ne peut pas que le capitalisme ne peut pas contourner. Et il s'agit donc, en tant que sujet politique humain, de se mettre du côté de ces résistances non humaines, donc c'est des résistances portées par des vies et des subjectivités non humaines, donc c'est pas des subjectivités politiques. Mais donc il s'agit d'inventer une relation politique à ces résistances qui sont à un endroit stratégiquement particulier aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on peut être un peu... parce que c'est vrai que quand on dit se mettre aux côtés des résistances non humaines, concrètement, comment ça se passe? Parce que ça pose quand même des questions déjà comment j'arrive à saisir ces vivants, à les comprendre, à cerner leur potentialité, leur puissance. En fait, le livre, c'est des formes d'enquête, micro-enquête qui justement essaient vraiment de documenter et de prendre au sérieux cette idée-là, au-delà en fait d'un plan théorique où on dirait finalement on a bien agencé notre truc et voilà, il n'y a plus qu'à quoi. Et en fait c'est plutôt on est allé chercher des trucs déjà existants, et je reprends l'exemple de l'Amarante qui entame notre livre parce que c'est le plus simple en fait pour comprendre ce qu'on veut dire. Non seulement par résistance, mais aussi par alliance entre espèces, quoi. Ce qu'on appelle les alliances politiques interspécifiques, ou alliances terrestres. Et dans le cas de l'Amarante, donc c'est une plante sauvage qui est devenue une super mauvaise herbe dans les champs de soja OGM en Argentine et ailleurs, quoi. Et en fait, elle prolifère et elle fait des pertes de rendement assez importantes, jusqu'à ce que certains agriculteurs abandonnent les champs, et ça arrive quand même. Et en fait, simplement, voilà, il y a un geste qui est assez beau, en fait, qui est un geste assez simple, en fait, quoi. C'est certains paysans, activistes, etc., sont allés en fait récolter les graines de ces plantes résistantes, en ont fait des espèces de petites boules de terre, les bombes à graines, qui sont allés projeter dans les champs de soja OGM pour amplifier en fait le pouvoir de nuisance de ces super mauvaises herbes. Et en fait, eux parlent en fait d'une revanche de l'Amarante. Mais ça, c'est depuis aussi leur point de vue cosmologique qui est peut-être plus difficile à entendre pour nous, mais c'est simplement se dire, en fait, il y a des collectifs, il y a des gens qui luttent, qui prennent au sérieux en fait ces puissances d'agir non humaines, qui sont aussi des puissances de sabotage, mais pas que. Et la question, c'est comment en fait on peut amplifier leur capacité, leur puissance de placer des barrages, quoi, sur la route de la mise au travail. Et après, il y a d'autres exemples, si tu veux, qui sont moins fulgurants. Et en fait, tout notre problème, en fait, c'est qu'on est parti d'un exemple très fulgurant. Parce que là, on a vraiment deux fronts. On a le front, tu vois, des multinationales associées aussi au soja OGM et aux biotechnologies, le glyphosate, etc. Puis un autre front, qui est un autre agencement humain-non humain, qui est plutôt sur le mode de la paysannerie, une cosmologie plus animiste, quoi, c'est-à-dire avec des non-humains qui ont des points de vue et qui sont dotés de certaines capacités que normalement on réserve qu'aux humains. Il ne s'agit pas de dire que là les Amarantes sont conscientes ou une intention d'enrayer le capitalisme, c'est simplement leurs comportements ont des effets tels qu'elles se retrouvent du même côté que ceux qui luttent contre l'agro-industrie. Et après, voilà, il y a plein d'autres exemples, et en France, on a les camarades de la ZAD qui s'occupent la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui s'occupe de Abracadabra, qui s'occupe de la forêt de Roanne, où en fait ils sont... Tu peux peut-être en parler, oui, simplement voilà, c'est une forêt. Alors oui, à Notre-Dame-des-Landes il y a des forêts, quoi, c'est pas que du bocage avec des champs, et en fait il y a une forêt, sauf que c'est une forêt de plantation qui date d'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, et cette plantation, en fait, personne ne s'en est occupé, si tu veux, pendant le projet d'aéroport a suspendu la gestion de la forêt, l'ONF n'est pas intervenu, et en fait, simplement, elle s'est ensauvagée, cette plantation. Donc en fait, de quelque chose qui est d'abord voué prioritairement à la production de bois d'œuf, de bois de chauffe, etc., on a en fait un écosystème qui de fait dérive de lui-même, et c'est là où il y a une autonomie aussi, il y a une autonomie non humaine qui dérive vers une diversification avec simplement des oiseaux qui ramènent des graines,
un peu de chaos ramené par le vent, qui fait que des arbres se couchent. Et en fait, petit à petit, il y a une sorte de réensauvagement, et qui fait que, de fait, spontanément, un écosystème ne tend pas de lui-même vers la monoculture, quoi. Il tend vers une diversité plus ou moins grande, quoi. Ça dépend des milieux. Et là, en fait, alors je passe beaucoup d'étapes dans la réflexion des camarades de la ZAD, mais en fait, il y a eu l'idée en fait, de pas simplement prendre du bois pour construire les cabanes sur le lieu, mais il y a eu cette attention forestière, si tu veux, à la manière dont on peut suivre cette trajectoire déjà entamée par cette forêt qui s'ensauvage, quoi. Et du coup, ça donne pas du tout les mêmes techniques de bûcheronnage, les mêmes manières de prélever du bois. Certains auraient voulu juste prendre le bois mort au sol, mais en fait, non, pour pas impacter la forêt. Mais non, mais en fait, le bois mort, c'est une composante essentielle de ce que c'est un écosystème forestier pour restituer la matière dans le sol. Et après, c'est toute une attention très fine à comment se comporte le milieu, tout en se disant, ben voilà, on l'infléchit. Et on peut aussi l'amener dans certaines directions, quoi, mais... Oui, c'est-à-dire que c'est juste très rapidement balayer quelques autres types d'exemples d'alliances. Il s'agit donc parfois d'amplifier une capacité non humaine, de chercher par nos actions à amplifier des capacités non humaines. Parfois, c'est plutôt la suivre, la laisser faire et se mettre derrière elle, quoi. Mais parfois, c'est par exemple se mettre à son rythme. Il y a plusieurs exemples de luttes en France où finalement des luttes pour défendre des lieux qui ont été en relation avec, en documentant les espèces présentes, qui ont été en relation avec des espèces protégées et qui finalement se sont mis à adapter leur mode d'action, voire leur calendrier d'action au calendrier de présence et donc de protection de ces espèces protégées. Ou bien, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... oui, il y a aussi le côté des alliances qui sont plus des alliances indicatrices, où c'est finalement la capacité... Enfin, si on se met à regarder les situations comme des conflits entre des écologies, alors, en fait, la présence et les comportements des non-humains dans ces situations nous indiquent des choses sur les rapports de force présents, sur lesquels qu'on n'avait pas forcément identifié, ou dont on n'avait pas forcément identifié la portée politique. Je pense notamment à la renouée, qui est une plante invasive, la renouée du Japon, qui est une plante devenue invasive, et en fait qui a une appétence pour les sols riches en métaux lourds et les sols remaniés, et qui donc finalement est une indicatrice d'injustice environnementale. C'est une indicatrice de pollution dans les sols, et donc une sorte de gyrophare à injustice environnementale. Donc c'est des différentes modalités de relations politiques à ces comportements non humains, quoi. Et juste pour compléter, sur ce motif en fait du réensauvagement qui n'est pas maîtrisé et qui peut en fait complexifier ou déplacer ce que ça peut être une situation politique. Il y a plein de cas, et je sais qu'il y a un ami ornithologue qui disait en Île-de-France, je sais plus exactement où, il y a eu un projet d'infrastructure, d'entrepôt peut-être, et en fait sur des terres, et en fait le simple fait que le projet prenne du temps, en fait c'est devenu en 3 ans un haut lieu en fait pour les oiseaux, et notamment plein d'oiseaux qui sont rares dans ce coin-là, et des oiseaux protégés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comprendre comment, dès lors qu'on laisse un peu les milieux respirer, il a suffi de 3 ans dans ce cas-là, en fait, il y a une espèce d'expression du vivant qui se remet en place, quoi. Et ça, en fait, on pourrait s'en tenir là, et se dire, c'est chouette, la nature, elle est résiliente, et en fait, finalement, ça nous dit aussi qu'on peut aussi faire les bourrins, et de toute façon, ça repartira, ça va redémarrer. Et ça, ce serait la mauvaise lecture, en fait. Ce serait se dire, puisque ça résiste, puisque ça se réensauvage, on a les mains propres mais libres, quoi. Ouais. Et on peut y aller. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on fait durer ces réensauvagements qui commencent, comment on les accompagne, comment on les protège, et comment on les défend face à des projets
enfin c'est des projets qui veulent les supprimer, quoi. Et ça peut aussi changer nos manières de lutter, quoi. Et c'est là où les naturalistes ils sont hyper importants, c'est-à-dire c'est un peu ces nouvelles figures des luttes qui ont émergé notamment avec Notre-Dame-des-Landes, mais ce qu'on appelle les naturalistes en lutte, qui sont en fait des gens qui ont une passion en fait qui ont une sensibilité réelle au monde vivant, qui sont capables de nommer la moindre plante, le moindre insecte, etc. Et qui sont capables en général déjà de mettre à mal les expertises qui sont faites par les bureaux d'études, qui sont nécessaires si tu veux d'un point de vue légal. Tout projet aujourd'hui doit avoir une autorisation environnementale, donc dépend d'une étude de terrain, donc pour savoir quelles espèces protégées il y a. Et en fait les naturalistes eux sont capables souvent de faire un travail bien plus attentionné, bien meilleur, et en fait de documenter des espèces qui n'ont pas été prises en compte. Mais aussi c'est la question de comment est-ce qu'on peut, avec ces gens-là, ces naturalistes, comment est-ce qu'on peut appeler en fait certains vivants à venir occuper des lieux pour mettre encore plus de bâtons dans les roues de certains projets. Et donc la question c'est aussi comment on crée des habitats favorables potentiels à des espèces protégées qui vont ensuite protéger les lieux. C'est pas que la législation soit si forte que ça va forcément mettre tous les projets à terre. C'est simplement c'est plein de choses en fait. C'est gagner du temps pour la lutte. C'est gagner du temps pour s'installer quelque part. C'est gagner aussi en réhabitation, j'allais dire, c'est-à-dire en comment, en fait, quand on occupe, on devient petit à petit des habitants qui comprennent qu'il y a déjà des gens, entre guillemets, non humains, qui habitent ou potentiellement peuvent habiter les lieux dès lors que les conditions sont favorables. Et là, il y a un exemple assez intéressant, c'est au quartier des Lentillères, donc c'est à Dijon, quartier libre des Lentillères, qui est un des potagers en fait de 8 ou 9 hectares, quelque chose comme ça, qui sont en pleine ville et qui sont menacés, qui ont été menacés par un projet d'écoquartier qui a été suspendu maintenant, mais il y a encore quelques hectares qui sont menacés aujourd'hui. Et en fait, il y a des camarades qui sont sur un projet de chantier de construire des mares qui en fait l'idée en fait c'est un chantier d'une semaine de recréer donc un habitat favorable aux amphibiens, aux batraciens, etc. Et notamment des crapauds ou des grenouilles protégées, genre l'alite accoucheur, et qui en fait, en revenant, si tu veux, pourrait constituer peut-être des obstacles assez féconds, et en même temps, là où on n'en pose pas, encore une fois, création d'un front politique, alors qui passe là par le juridique, mais pas que, quoi, parce que c'est déjà un lieu occupé avec tout un tas de manières de s'auto-organiser dans sa subsistance, notamment les légumes, quoi, et puis plein d'autres questions. Et puis en même temps, comment on comprend que certaines espèces peuvent aussi devenir des sortes d'espèces camarades, pas seulement des espèces compagnes, comme elle dit Donna Haraway, mais des espèces camarades, c'est-à-dire qui redéfinissent qui est acteur dans une lutte, quoi. Qui prend part, même si c'est pas prendre part au sens comme nous, Mais... C'est comme les célèbres goélands qui ont mangé qui ont attaqué les drones, pendant les manifs de Gilets jaunes. Bon, là, effectivement, le lien camarade paraît assez évident dans un moment comme celui-ci. Je reviens un peu en arrière, mais en même temps, c'est difficile, je pense, d'occulter la question, parce que y a quand même aussi tout un mouvement intellectuel, médiatique, autour de ces questions-là, et notamment autour d'auteurs, alors plus ou moins médiatisés. On vient de parler de Donna Haraway, on pourrait parler évidemment de Latour, qui a une réception quand même assez importante. Morisot aussi. Alors, il y a des distinctions, bien sûr, à faire entre chacun de ces auteurs, quoi. Mais où est-ce que vous situez vos points de décalage, vos points de conflit avec des pensées quand même qui en appellent finalement à faire monde autrement, ou en tout cas à re-questionner nos manières de faire monde, nos manières de décider. Ce courant-là que tu désignes est, je pense, assez hétérogène, mine de rien, dans les cultures et les visées politiques. Mais il y a évidemment un point de conflit avec certains d'entre eux qui est que ce sont des pensées, pour nombre d'entre eux, ce sont des pensées tranquilles qui semblent pouvoir s'épargner d'avoir à nourrir leur philosophie ou leur pensée
des périls qui sont à l'œuvre pour les plus pauvres et les populations vivantes non humaines les plus exposées et les plus appropriées. Mais c'est aussi que... Enfin, je sais pas ce que tu voudrais dire, mais je rajoute quand même que... Il y a aussi que quand même, je pense que certains d'entre eux, et je pense que Latour, en l'occurrence, c'est pas seulement que c'est des pensées tranquilles et non inquiètes, c'est aussi une pensée qui a pour je ne sais quelle raison besoin de combattre sur son terrain, sur leur terrain, les catégories qui nous sont héritées du marxisme et qui sont bien sûr à renouveler profondément, et en même temps qui sont des catégories en fait qui sont utiles à ceux qui luttent. Et donc cette démarche de ringardiser ou d'occuper la place des concepts issus des luttes sociales en essayant de les désactiver, je trouve que c'est vraiment une démarche qui nous est hostile en fait. Mais je sais pas... Ouais, moi je dirais peut-être pas jusque là. Enfin, c'est marrant parce qu'il y a une trajectoire de Latour qui est assez fascinante, quoi. C'est-à-dire quand même quelqu'un qui a je veux pas lui imputer des choses, mais un agenda un peu caché, d'en finir aussi avec un certain marxisme, une hégémonie du marxisme dans l'analyse sociale, des choses comme ça, une analyse politique, petit à petit, qui introduit la question écologique. Mais moi je pense qu'il est sincère et qu'il est réellement inquiet. Enfin, moi je ne mettrais pas ces mots-là, mais qui est pas tranquille en fait, quoi. Et qu'il a, il y a Où atterrir, Où suis-je, puis le mémo sur la nouvelle classe écologique. Ça bouge, quoi. Effectivement, il y a des sortes de recaptures d'éléments du marxisme. La question des classes, il y a eu la question des classes géosociales que Latour a essayé de construire avec un de ses étudiants, là, Nicolas Schutz. Et moi, je trouve ça assez à la fois fécond et en même temps, oui, en fait, c'est aussi toujours des manières de s'approprier des choses qui sont je pense que oui, il y a des véritables différences, décalages et des choses qui ratent en fait dans ces géoclasses, les classes géosociales, là, comme ils appellent ça. Et, alors qu'est-ce que c'est une classe géosociale, si on peut juste le... En fait, c'est une manière territoriale de redéfinir ce que sont les classes sociales. Et c'est-à-dire le territoire tel que l'entend Latour. Alors c'est une notion qui est bien antérieure à Latour, mais Latour en fait quelque chose qui lui est spécifique. Une notion qui est beaucoup utilisée par les géographes notamment. Et lui, il en fait vraiment le territoire, c'est ce dont un être dépend pour subsister. Pour le dire très vite, quoi. Et un territoire n'est pas forcément l'espace qui est autour de toi. Ça peut être une chaîne très très longue qui va à l'autre bout de la planète, quoi. Et simplement, en fait, son projet, c'est une redescription de tous nos attachements et de refaire émerger en fait des cartes territoriales qui à partir de là vont en fonction des compositions ou des tensions et des conflits, en fait, redessinent ce qu'est la lutte des classes, quoi. Et donc voilà, c'est un patient exercice d'enquête, de redescription de nos conditions de subsistance. Et en fait, nous, on a repris, si tu veux, cette notion de géoclasse dans le livre. Mais bon, je pense pas qu'il serait du tout opposé à ce qu'on en fait, quoi. Enfin, j'en sais rien, on n'a pas discuté avec lui de ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer, tout à l'heure on parlait du soja OGM, donc comment ce soja OGM, en fait, les cochons qu'on fait entre guillemets pousser en Bretagne dépendent du soja. Donc déjà on a rasé des parties de forêt amazoniennes pour mettre ce soja. Ensuite ce soja arrive ici par différents traités économiques, etc. qui font que c'est possible. Ensuite, ces cochons sont élevés par certains éleveurs, ensuite transformés par certains ouvrières, etc. Et en fait, on voit bien que là, il y a une certaine écologie, un certain territoire, une certaine
nouvelle manière de décrire en fait un tissu géosocial ou écosocial, et qui en fait engage aussi à repenser ce que ça peut être le syndicalisme, jusqu'où portent les questions syndicales, et voilà, en fait c'est aussi dire voilà, on appartient finalement à une même géoclasse que ces cochons qui sont maltraités dans des élevages qui relarguent plein de nitrates et qui font des marais d'algues vertes en Bretagne, qui tout ça est dépendant, enfin on peut remonter la chaîne jusqu'au bout, quoi. Et en fait ça recrée, si tu veux, ça redéfinit des classes. Et en ça, moi je trouve ça, c'est intéressant parce que ça oblige à refabriquer autrement les problèmes politiques et autrement les fronts politiques. Et du coup, tu es obligé de fabriquer des problèmes communs entre les ouvrières, les cochons, les zones humides, les plages qui sont envahies d'algues vertes, etc. Et je sais pas si tu veux compléter, Léna. Mais c'est ça, en fait, effectivement, juste il y a quelque chose qui me vient quand tu racontes ça, c'est que finalement, il y a bien un élément commun entre les géoclasses de Latour et effectivement comment on réinvestit, nous, cette notion avec notre héritage de lutte sociale. Et en quelque sorte, tu me corriges si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que lui, il se pose la question « qui dépend de qui ?» Et donc, il s'agit de défendre ce dont je dépends. Et nous, en fait, on articule cette question de qui dépend de qui à, en fait, c'est qui dépendent de qui, ils défendent quel monde. Et donc, en fait, quels rapports de force sont cachés dans ces réseaux de dépendance. Rapport de force entre des tenants d'une certaine écologie et des tenants d'autres écologies. Et donc, on ne va pas forcément défendre tout ce dont on dépend, parce que en fait, nous occidentaux, on dépend beaucoup d'entreprises, etc., d'entités qui sont pas nos amis. Et on va par contre essayer de créer des liens politiques avec des êtres dont on voudrait dépendre finalement. Enfin. Mais il y a un autre problème dans Latour, c'est dans le mémo sur les nouvelles classes écologiques. Là, il y a un très bon article sur Terrestre de Paul Guilibert et Frédéric Montferrand qui est une recension critique de ce petit livre. Et finalement, ils ont pointé quelque chose d'assez juste, c'est-à-dire que ce que Latour et Schulz nomment classe écologique, classe écologiste, je ne sais plus le terme exact, en fait, c'est une sorte de nouvelle élite qui en fait ne se constitue pas dans les anciens, comme dans les anciens rapports de classe, en fonction de ta position dans l'économie, dans l'appareil de production et tout, mais c'est plutôt, en fait, c'est la classe des gens qui sont conscients de leur dépendance, de leurs attachements, de leur territoire, et qui du coup se mobilisent à partir de là pour créer un parti qui va les représenter. Et ça, voilà, il y a une rupture assez claire avec la tradition marxiste de la compréhension des classes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt, c'est là où il y a une différence dans nos manières de comprendre ce que c'est les classes. C'est que là où en fait, il y a une sorte de, comme ils disent Paul et Frédéric, une sorte de décisionnisme politique, en fait, dans la proposition de Latour et Schulz, de dire en fait, la classe écologique, elle décide d'exister depuis la propre conscience qu'elle a d'elle-même, quoi, et de ses attachements, et de toutes ses dépendances à la terre. En fait, là, c'est comment on repart plutôt comment les rapports de force structurent les territoires. Et finalement, en fait, il s'agit de faire des enquêtes sur, pas seulement sur ce dont on dépend, mais sur comment, en fait, là, ce qu'il faudra inventer, en fait, à la suite de l'enquête ouvrière, ce serait quoi une enquête écologique, en fait? Une enquête qui permet de, par exemple, quand un projet d'infrastructure se crée, quoi, un projet non désiré, non écologique, etc., faire une enquête sur en fait, les lignes de front qui se créent à partir de là, mais qui introduisent les vivants et les milieux comme composantes des camps en présence, quoi, et des classes géosociales en présence. Et du coup, ça change complètement la teneur de ce que c'est une enquête politique, à mon avis. Et du coup, ça donnerait peut-être pas lieu à au même
aux mêmes oppositions de classe, quoi. On a 55 minutes. Ouais, j'allais poser la dernière question en fait. Justement, pour terminer, alors, il y a toute une série en ce moment de mouvements qui attirent bien sûr notre attention, les marches pour le climat, les soulèvements de la Terre, ou d'autres initiatives un peu partout, quoi. J'aurais aimé un peu savoir alors, bien sûr, ce sont autant de prises en fait sur ce qui est en train de nous arriver, et comment a été un peu reçu aussi votre travail, la réflexion, comment ça s'articule aussi en fait avec des luttes existantes. Bah, là, typiquement, l'exemple des mares Ouais. aux Lentillères, au quartier des Lentillères, c'est lié aux interactions avec un ami Ok. qui a proposé ça alors ça s'appelle Reprise de Savoir, c'est plein de chantiers, il y a un site internet si les gens veulent aller voir. Il y a plein de chantiers qui ont été proposés pendant l'été, notamment il y a cette idée qui est née en fait des discussions, du fait qu'on était invité là-bas aux Lentillères. Les soulèvements de la Terre, enfin peut-être Léna tu veux en parler, on en est proche et en même temps c'est pas exactement les mêmes lignes parce que c'est très paysan en fait les soulèvements pour l'instant. Et il n'y a pas encore les soulèvements des friches quoi, mais ça va peut-être venir. Ça c'est un point de friction notamment dans les soulèvements de la Terre. Bon, c'est peut-être pas très intéressant de s'y attarder, mais sur en fait la place de l'écologie, du sauvage en tant que tel, c'est-à-dire au-delà de simplement la culture, la mise en culture, la réappropriation des terres pour la subsistance des humains, mais en fait c'est quelle place en fait on fait à peut-être ce qui n'a pas besoin de nous pour exister, ou peut-être ces animaux qui sont discrets, certains naturalistes disent timides, qui supportent pas la présence humaine. Comment en fait on leur redonne place aussi dans des mouvements de reprise de terre. C'est-à-dire comment les reprises de terre c'est pas simplement reprendre pour mettre en culture, c'est aussi en fait redevenir attentif à des écosystèmes qui se réparent eux-mêmes, qui retrouvent des trajectoires beaucoup moins impactées. Alors je mets pas du tout sur le même plan de la paysannerie et de l'agro-business et de l'artificialisation des sols. Mais en fait c'est retrouver une espèce de gradualité aussi dans les rapports au milieu, et que il ne s'agit pas seulement de se remettre en connexion avec le vivant. C'est comment on retrouve des espaces aussi, on laisse des espaces d'ensauvagement, pour moi, c'est assez important aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la 6e extinction. En fait, il y a eu plein de petites rencontres où c'est difficile de dire, avant l'écriture du livre, pendant et après, où c'est difficile de dire est-ce qu'ils se sont appropriés les idées du livre, ou en fait est-ce qu'ils avaient commencé à penser la même chose et puis on s'est rencontrés. Mais j'avais notamment envie d'évoquer le Marais Wills à Bruxelles, où quand même c'était une chouette rencontre, ou comme avec les gens d'Abracadabois, comme avec les gens des Lentillères, etc. Il y a des intuitions qui se rencontrent, quoi. Et là, le Marais Wills, c'est une lutte locale en ville, en plein Bruxelles, qui défend un marais accidentel. C'est des travaux de construction d'un immeuble de bureau qui, quand ils ont fait des excavations pour construire donc, les fondations de cet immeuble, en fait, ils ont percé les nappes phréatiques, donc l'eau est remontée parce que c'est un ancien marais, cette zone de Bruxelles. Et donc se sont installés, à la faveur de la crise 2008 qui a ralenti les travaux, etc., s'est installé un vrai écosystème de marais avec des espèces emblématiques comme le grèbe castagneux, ou bien maintenant, très récemment, il y a un couple de cygnes qui s'est installé, tout un écosystème, une roselière, des amphibiens, etc. Et donc il y a les habitants de ce quartier très urbanisé qui défendent ce lieu pour lui-même, et justement pour les habitants non humains qui sont là et qui sont devenus importants pour eux. Et voilà, et par exemple, avec eux, avec elle surtout, il y a comme des dialogues, il y a eu plein de petites luttes, de petits lieux où il y avait des dialogues sans savoir vraiment d'où ça venait au départ. Ouais. Ouais, donc c'est intéressant de montrer que c'est quelque chose qui se nourrit aussi bien sûr des luttes que
vous observez, auxquels vous pouvez... Et puis c'est intéressant, on a écrit un article là qui va sortir bientôt sur le Marais Wills, et on leur a fait lire et tout ça, et du coup c'est intéressant parce que nous on amène aussi nos manières de dire, nos manières de comprendre les situations, on leur propose des choses, et voilà, on va voir comment ça réagit. Mais... Ouais, on voit comment ils s'en emparent ou pas. C'est... Là, ce qui nous intéresse pas mal dans la question du Marais Wills, c'est la question du logement. Parce qu'en fait, là, ce lieu, en fait, il est menacé par un nouveau projet de logement, quoi. C'est-à-dire que le premier, les bureaux, ça a été annulé, donc le Marais existe encore. Mais la région a racheté les lieux pendant le Covid, là, et le début du Covid. Et en fait, il y a encore des projets d'habitation, mais c'est avec des logements à caractère sociaux, quoi, entre guillemets. Et en fait, beaucoup, voilà, on rejoue l'opposition nature-société en disant, voilà, les gens qui défendent le Marais, en fait, ils font jouer les pauvres contre les oiseaux, quoi. Et en fait, nous, notre enjeu, c'est d'apporter des éléments de description, d'analyse, qui puissent permettre, avec les gens qui luttent, avec eux, c'est pas pour eux, quoi, c'est avec eux, des manières de dire et de penser des stratégies et des imaginaires qui reposent pas sur cette opposition-là. Et nous, notre piste là pour creuser la question, c'était mais on pourrait en fait dire que déjà ce Marais, c'est déjà du logement en fait. Il y a déjà plein d'habitants, sauf que c'est pas des humains en tant que tels. Et par ailleurs, il y a plein de logements vides en ville. À Bruxelles, il y a plein de bureaux vides, il y a plein d'espaces qu'on pourrait réhabiliter. Et donc, c'est toujours la logique de comment on ne continue pas à artificialiser, à faire diminuer les espaces dits verts en ville, et comment on commence à s'y intéresser. Sachant que ce Marais Wills, il est bien plus riche en biodiversité que n'importe quel parc de Bruxelles, quoi. Ça, c'est des naturalistes qui nous l'ont dit. Parce qu'aussi, il s'est fabriqué tout seul, et qu'il n'est pas... il n'est pas surfréquenté. Et puis par ailleurs, c'est pas de dire qu'il n'y a pas besoin d'espace vert. Enfin, on a besoin de ce genre de trucs en ville, oui, et si on fréquente, peut-être il y aura moins d'espèces vivantes. Mais en tout cas, on a aussi besoin de ces espaces où on n'y est pas de manière trop intrusive. Et du coup, l'idée, c'était avec cette idée de partir du logement humain et non humain, c'est de comment on construit des stratégies multi-espèces anticapitalistes, c'est-à-dire transversales, qui puissent à la fois... défendre du logement ou de l'habitat pour des vivants, quoi, qui sont venus là sans nous. Aucun gestionnaire de la nature n'a décidé que ce lieu existe, parce que c'est un écosystème accidentel. Et puis comment, en fait, l'idée, là, ça serait hyper intéressant, en fait, de travailler avec tous les gens qui sont sur le logement, le droit au logement et tout ça, pour construire une stratégie commune, en revisibilisant les logements vides. Et c'est pour ça que un peu l'énoncé, c'est de dire, voilà, la crise écologique, c'est une crise généralisée du logement. Qu'il soit humain ou pas humain. Et du coup, voilà, comment on construit des causes communes dans ce genre de lutte. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, quoi. Ok, on va faire en tout cas un recensement des différentes initiatives qu'on a évoquées ce soir. Et puis, merci déjà pour ce livre qui est vraiment très fort. Merci, et merci pour notre rencontre. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.